cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et moi personnellement j'ai toujours pensé qu'on négligeait un peu trop la sensualité pour tout de suite parler de sexe. Or la sensualité c'est sans nul doute le pont entre la tendresse et le sexe justement. C'est-à-dire que la sensualité ça permet aux amants de se retrouver charnellement pour vraiment faire l'amour au lieu de simplement baiser si je puis dire. Eh bien c'est en compagnie de Alain Héril qui saura aussi vous expliquer l'importance de la sensualité pour faire mieux l'amour, que nous allons continuer à évoquer cette sensualité afin que vous vous désiriez longtemps au fil du temps. Et puis bien sûr, lorsqu'on évoque la sensualité, on pense à nos 5 sens et tout de suite, on imagine bien que la sensualité, ça consiste à laisser nos sens prendre le pas sur notre intellectuel et alors, ça donne du sens, ça laisse nos sens nous guider pour faire l'amour, c'est donc ressentir. Et si je continue dans ce sens, évidemment, c'est d'abord notre peau, le toucher, la capacité à laisser notre corps ressentir qui va nous permettre d'être dans cette fameuse sensualité. Mais il me semble aussi que nous ne sommes pas égaux. Il y a des personnes qui vont dégager de la sensualité simplement, elles vont aller prendre un verre et puis tout d'un coup leurs bras dégagent cette sensualité et puis d'autres, non, pas spécialement. Bref, tout de suite je laisse la parole à Alain Héril et à vous bien sûr, puisque je vous invite à venir nous rejoindre pour témoigner. Est-ce que vous êtes sensuel? Est-ce que vous aimez la sensualité? Est-ce que vous avez envie de poser des questions à Alain Héril? Eh bien, c'est le 0826 300 300. Alain Héril, bonjour. Bonjour Brigitte. Vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire? Oui, c'est une très belle introduction, si je peux me permettre, que vous venez de faire. Effectivement, je suis d'accord à 100%. J'ai coutume de dire que la sensualité est l'antichambre de la sexualité et que tout est déjà présent dans la sensualité et que la sensualité nous amène à la sensorialité et ça, mine de rien, c'est quelque chose qui est présent dès notre arrivée au monde. Dès que l'enfant naît au monde, il est dans le sensuel, dans le sensoriel. Donc c'est la base même de notre rapport à nous-mêmes, à notre peau, à notre corps et puis à l'autre aussi. Et ça fait le lit de ce qu'on va appeler bien sûr la sexualité de manière un petit peu plus directe. Donc sensualité, sensorialité, c'est absolument fondamental par rapport à la sexualité. Oui, tout à fait. Et alors, est-ce que vous êtes d'accord? Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Et on n'est pas égaux face à la sensualité. Il y a des gens qui sont assez naturellement sensuels, je dirais, et puis d'autres, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est fermé, qui est bloqué. Oui, tout à fait, parce que c'est ce que vous disiez, c'est le rapport à la peau, c'est le rapport au corps, et toute personne, en fonction de son histoire, va avoir un rapport à ces espaces-là de lui-même qui va être différent. Donc c'est pas tellement une question d'inégalité, c'est vraiment une question d'histoire, je pense, d'histoire de chacun vis-à-vis de son corps, vis-à-vis de sa peau, vis-à-vis du regard et du toucher de l'autre. C'est ça qui est en jeu. Et moi, j'ai accompagné beaucoup de couples qui étaient dans une difficulté par rapport au désir et qui naturellement se disaient on va se masser, ça va faire du bien et tout ça. Et en fin de compte, l'un des deux n'aimait pas le massage, n'aimait même pas être touché, donc c'est pas quelque chose de si facile que ça d'aborder le sensuel, d'aborder le toucher, et c'est vraiment très en lien avec la façon dont nous avons reçu un toucher lorsque nous étions enfants. Ça aussi, c'est quelque chose qui joue beaucoup. Alors il y a le toucher bien sûr, mais en même temps la sensualité c'est nos 5 sens. Certaines personnes sont plus sensibles à un autre sens. On sait que les hommes sont sensibles à la vue, les femmes à l'ouïe. Est-ce qu'on peut, on va essayer en tout cas durant ces 2 heures d'aider les gens à mieux comprendre et à développer leur sensualité. Est-ce que on peut leur apprendre, j'imagine, comme pour tout? Mais bien sûr. La sensualité est quelque chose qui se travaille. On peut s'entraîner à la sensualité, s'entraîner à développer ses 5 sens. Quand on a un sens qui est un peu plus pauvre que les autres, il y a un travail qui peut être fait. Je pense que tout un chacun a à gagner à avoir une sensorialité qui soit la plus ouverte et la plus féconde possible. Parce que lorsque nos 5 sens sont aux aguets, sont présents et tout ça, j'ai tendance à penser qu'on se sent beaucoup plus vivant.
Hein, et on parle, et c'est ces 5 sens-là, presque, qui nous amènent à pouvoir développer un éventuel 6e sens, qui va être l'intuition. Donc je crois effectivement que c'est quelque chose qui se travaille, et c'est important de pouvoir le travailler, parce que tout le monde peut gagner en sensorialité, bien sûr. Ça me paraît complètement évident. Et donc évidemment, hein, on parle des sens. Vous avez utilisé plusieurs fois le mot sensorialité, qui est pas tout à fait la même chose que sensualité. Oui. Ça veut dire qu'il faut lâcher un peu l'intellect, quoi. Eh oui, eh oui. Et oui, parce que de toute manière, tout ça, ça concerne le corps, ça concerne les sensations, les perceptions, et que si on est trop dans la tête, on va penser ce que doit être la sensorialité, et on va passer à côté. Donc ça nécessite, et évidemment, c'est une évidence que le lâcher prise fait partie de la sexualité. Ça nécessite d'accepter de lâcher prise. Pour ça, il faut être en confiance avec l'autre, en confiance avec soi-même. Mais quand on gagne sur ces terrains-là, il y a quelque chose qui lâche, et je pense qu'on en sort toujours plus grand et plus vivant, comme je disais tout à l'heure. Alors, vous utilisez le terme sensorialité. Quelle différence vous faites entre sensualité et sensorialité ? La sensualité, c'est, j'aurais tendance à dire que, en tout cas, moi, c'est la définition qui est la mienne. La sensorialité, ça passe, comme on vient de le dire, par les 5 sens. Dans la sensualité, il y a une conscience de ce que l'on ressent à travers ces 5 sens. Donc, dans la sensualité, il y a peut-être quelque chose qui est un peu plus volontaire, un peu plus conscient. La sensorialité, elle est normalement là de façon naturelle chez nous. Le nourrisson, il est dans la sensorialité naturellement. Mais ensuite, prendre conscience de sa sensorialité, c'est à ce moment-là construire sa sensualité. En tout cas, c'est comme ça que je perçois les choses, et en tout cas, ce que m'ont renvoyé les personnes avec qui j'ai travaillé, mes patientes en l'occurrence, c'était un petit peu sur ce modèle-là. On pourrait presque dire donc la sensorialité, c'est quelque chose qui est inné, hein, qu'on a tous. La sensualité, c'est déjà donner un peu s'autoriser un peu de plaisir et aller un petit peu déjà vers la sexualité, quoi. Exactement, oui, c'est exactement ça. C'est pour ça que dans la sensualité, il y a un engagement, il y a de l'autre, il y a quelque chose qui nous amène à nous rapprocher un petit peu plus de ce qu'on va appeler la sexualité. Oui, et ça confirme donc ce que moi j'ai ressenti au fil de mon expérience, c'est qu'il y a vraiment des personnes qui sont sensuelles et d'autres qui quelque part ne le sont pas, tout simplement parce qu'elles s'autorisent peut-être pas justement le plaisir charnel. Oui. Vous venez d'utiliser, Brigitte, un mot qui est important, c'est le mot autorisation. C'est comment on s'autorise à rentrer dans ces espaces-là, comment on s'autorise à ressentir, comment on s'autorise je dirais presque comment on s'autorise à lâcher prise. Mais pour ça, il faut avoir vraiment une confiance en soi, dans la relation, dans l'autre. Mais il y a effectivement quelque chose qui est de l'ordre de l'autorisation à se donner à soi-même. Et avant de donner la parole à Vic, déjà, qui nous a rejoint, on a comme ça l'impression que les hommes seraient moins sensuels que les femmes. C'est dû à quoi ? C'est dû à parce qu'ils sont plus dans l'action et toujours plus vite dans le désir de pénétrer, ou pas ? Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est vrai que le message que les hommes reçoivent, même encore maintenant, c'est qu'il faut agir, il faut faire, il faut être pénétrant, il faut décider. Donc il y a une espèce d'urgence qui est envoyée aux hommes par rapport à la sexualité, alors que la sensualité nécessite quelque chose d'un petit peu suspendu. Il faut prendre le temps de ressentir. Et c'est vrai que dans l'éducation masculine, on ne nous apprend pas beaucoup à prendre le temps. En général, quand on prend le temps, on nous dit que c'est un temps perdu. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue sur ce terrain-là entre les hommes et les femmes, et que les hommes ont tout à gagner là encore à lâcher la tête pour pouvoir rencontrer le corps et rencontrer le sensuel. Parce que les hommes, quand ils rentrent dans ces espaces-là, peuvent être extrêmement sensuels.
Et ça fait de meilleurs amants. Bon, donc on va vous aider à être dans la sensualité en compagnie d'Alain Héril durant ces 2 heures. On fait une petite pause, on retrouve Vic tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et cette émission, on pourrait la dédier à la chanson d'Axel Red, Sensualité. Si vous ne la connaissez pas, surtout écoutez-la. Elle est tout à fait dans le ton de l'émission d'aujourd'hui, en compagnie d'Alain Héril. Alain Héril, auteur de nombreux livres, et notamment On ne fait pas l'amour, c'est l'amour qui nous fait, aux éditions Le Courrier du Livre. Et il est certain que si on est dans la sensualité, il n'y a pas de doute, c'est l'amour qui nous fait. Bonjour Vic. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Et justement, vous êtes sensuel, Vic ? Oui, tout à fait. En tout cas, j'essaye de l'être au quotidien. Et pour moi, c'est assez primordial, la sensualité. C'est un peu une manière d'être. Quelque chose que l'on a déjà un peu en nous, je pense. C'est assez subjectif. Mais pour moi, la sensualité, c'est assez primordial. De se sentir désiré, d'attirer le désir à travers, que ce soit une attitude, une manière de parler, de danser ou même ce que l'on peut porter. Oui, et c'est là où ce que vous dites est intéressant, parce que je crois que la sensualité, c'est pas uniquement lorsqu'on est avec son partenaire dans l'objectif d'avoir un rapport sexuel, c'est aussi dans la manière dont on va s'habiller, dont on va prendre son bain, dont on va se danser, vous l'avez dit. C'est vrai que c'est un lâcher-prise, et comme vous le disiez juste avant, justement, à travers différents sens. Donc ça peut être à travers l'odorat, sous un parfum, le regard de quelqu'un, une démarche aussi, ou même le toucher. Et donc c'est vrai que sans sensualité, il n'y a pas de désir. Sans désir, il n'y a pas non plus de sexualité. Mais que l'on soit en couple ou non, un homme ou une femme, je pense que la sensualité, ça permet quand même d'avoir confiance en soi et d'avoir du plaisir tout en attirant des gens de manière positive et mystérieuse. Et ça n'a pas d'âge ou de sexe. Alain Héril, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Vic ? En écoutant Vic, il y a plusieurs mots qui me paraissent importants. Le mot désir, le mot danse, le mot mystère aussi. Tout ça, ça participe de la sensualité. La vision que j'ai de la sensualité, puis à travers tout ce que je peux entendre et ce que dit Vic également, c'est vraiment quelque chose qui est très dansant, qui est très fluide, qui est très courbe également. C'est peut-être pour ça qu'on l'attribue au féminin, mais oui, c'est une manière de séduire aussi l'autre, son environnement, mais je crois que c'est aussi une manière de séduire soi-même également en étant sensuel. Donc voilà, c'est un langage amoureux, la sensualité, avec soi-même et puis avec l'autre. Vous écoutez Vic et Alain Héril, il me vient aussi une idée qui me semble intéressante à développer. C'est aussi il y a aussi la notion de lenteur dans la sensualité. Oui, tout à fait. C'est quelque chose d'assez lent, d'assez éphémère aussi, d'assez court. On imagine quelque chose d'intense qui serait comme ça, qui passerait devant nous et qui serait inatteignable, ou au contraire qu'il faudrait attraper rapidement, parce que ce désir pourrait du coup s'éteindre à tout moment. Alors, je suis pas sûre que ce soit court, parce que par exemple, je pense au sens du goûter, savoir manger assez tranquillement avec lenteur, disons-le, c'est déjà de la sensualité. Avaler très vite ce qu'on a à manger, c'est pas sensuel, non ? Oui, c'est vrai. Dit comme ça, c'est vrai que ça peut être quelque chose de lent, mais j'ai l'impression que c'est quand même un moment court de plaisir et d'intensité qui dure pas forcément toujours dans le temps. C'est un peu des phases de moments de vie qu'il faut attraper. Elle a tranché. Qu'est-ce que vous diriez ? C'est-à-dire que moi je pense, Vic, que ça peut durer, C'est là encore, on parlait tout à l'heure avec Brigitte de l'importance de travailler sa sensualité, sa sensorialité, mais je pense que c'est quelque chose qui peut durer. Là où je vous rejoins, c'est effectivement la notion de lenteur, mais la lenteur ne veut pas dire quelque chose qui est mou, qui est un peu déliquescent et tout ça. C'est une lenteur qui se fait avec beaucoup de présence, beaucoup de conscience également, mais je pense que ça peut durer. Pour moi, les moments de sensualité ne sont pas des moments forcément et obligatoirement courts. Ça peut durer. Je pense que c'est une question de respiration et ça peut être plus long qu'on ne le pense. Moi, je vous invite, Vic, à travailler la possibilité que ça peut durer un petit peu plus que vous ne le pensez. Je pense que vous allez aller à la rencontre de beaucoup de bonnes surprises en pensant ça.
Peut-être que vous avez peur que ça vous échappe, Vic. Alors c'est peut-être pour ça que vous savez pas le laisser tranquillement s'installer, ce moment de sensualité. J'ai l'impression que c'est des moments un peu courts et intenses, mais en effet, j'ai du mal à les laisser. Oui, mais c'est parce que vous avez fait le parallèle entre le court et le désir. Et c'est vrai que le désir, on a parfois l'impression qu'il va nous échapper. C'est peut-être ça qui vous fait dire ça. Exactement. Je rassemble un peu la sensualité et le désir ensemble dans la même case, je dirais. Eh ben, quand vous êtes dans le désir, fermez les yeux et laissez ce désir tranquillement se poser. N'ayez pas peur qu'il s'en aille. Et je pense que vous allez gagner, comme le vient de le dire Alain Héril, il me semble. Hein. Merci pour ces belles paroles. Bah écoutez, vous êtes convaincu ou pas? Je suis pas sûre que vous soyez convaincu, si? Si, ça me donne envie justement d'essayer certaines choses. Donc parfait. Oui. Je vous en remercie. Et puis c'est vrai qu'il faut vraiment penser que... Alors, après, revenons peut-être au terme sensorialité, mais la sensorialité, c'est valable dans chaque moment de sa vie, finalement, n'importe quoi, même si on fait, par exemple, on ferme les lacets de sa chaussure, on peut le faire dans la sensorialité, quelque part. N'importe quoi peut être fait comme ça. Alain. Oui, c'est pour ça, Brigitte, que je parlais de conscience tout à l'heure. Mais par exemple, l'exemple qui me vient lorsqu'on fait du yoga, en général, l'une des premières choses qu'on apprend, c'est à respirer. On pourrait se dire, respirer, tout le monde sait le faire, mais respirer en conscience, c'est quelque chose qui va devenir différent. Et simplement en respirant, on peut accentuer des sensations qui sont d'une très forte sensorialité. Donc c'est vraiment une manière d'être présent à la vie avec beaucoup de jouissance, d'appétit justement. C'est ça qui est en jeu. Et par rapport à ce que disait Vic, moi il me semble qu'il y a quelque chose qui est important, c'est la question du contrôle. Parce que bien souvent, quand on est dans des espaces de plaisir, malgré soi, on cherche à contrôler. Et c'est comment arriver à lâcher le contrôle, à ne pas chercher à tenir les choses. Et c'est là qu'on éprouve les plus grandes sensualités, me semble-t-il. C'est vraiment en se laissant faire par le désir et en se laissant faire par la sensualité. Alors je sais que c'est facile à dire, moins facile à vivre, mais en tout cas, le projet, il est là. Oui, c'est évident. Et on sait bien que le contrôle, c'est souvent parce qu'on a peur de perdre cet instant, peur de pas y arriver. Et dans Exactement. Et dans la sexualité, il y a forcément toujours des peurs. Donc c'est pour ça que c'est si compliqué. Merci Vic, en tout cas, de cet échange. Et puis, merci à vous. Prenez le temps de vivre et respirez. Avec plaisir. Et vous allez développer de la sensualité. Merci beaucoup en tout cas, Vic. Merci. C'est gentil. Alain Héril, on va se quitter un court instant. On va retrouver Philippe Hoffman qui va nous parler des ados et notamment de la prise de toxiques chez les jeunes. Et puis, on vous invite évidemment à témoigner. Est-ce que vous êtes sensuel? Est-ce que vous aimeriez apprendre à être plus sensuel? Si vous en avez envie, vous nous appelez au 0826 300 300. Alain Héril vous donnera quelques pistes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Alain Héril, les ados ne sont peut-être pas toujours dans la sensualité puisqu'ils sont toujours assez pressés de vivre, en quelque sorte. N'est-ce pas, Philippe Hoffman? Bonjour. Bonjour Alain et bonjour bien sûr Brigitte. Donc effectivement, aujourd'hui je vais vous parler de la consommation de produits psychoactifs, comme on les appelle, chez les ados, et en particulier les deux substances phares, l'alcool et le cannabis. Donc ça fait maintenant 20 ans à peu près que la consommation d'alcool, de cannabis est très répandue chez les jeunes. En gros, si vous voulez, un jeune sur deux de 17 ans a déjà expérimenté de façon répétée ces deux substances. Donc, il y en a qui commencent très tôt, vers avant 14 ans, mais enfin, ils sont plus rares quand même. En général, c'est autour de 14-15 ans qu'ils veulent se défoncer. Et l'absorption est massive avec des alcools forts avalés au goulot ou en shot à la manière anglo-saxonne. On appelle ça le binge drinking, littéralement l'alcoolisation massive jusqu'à l'ivresse.
En général, j'imagine, ils s'entraînent. Ça leur vient pas. Ils font pas ça tout seuls. Ils sont. Oui, en général, ils sont en groupe. Ouais. C'est un petit peu une émulation, on va dire. Non, c'est rare qu'ils fassent ça tout seuls. Quand ils commencent à faire ça tout seuls, là, on peut vraiment parler d'addiction. Mais on est plus dans l'expérimentation que dans l'addiction à ce moment-là. Hein. Mais l'idée, c'est quand même d'atteindre un niveau d'ivresse en un temps record. Hein. Et il n'y a pas de... Il y a des risques, hein, évidemment. Il y a des risques de coma éthylique. Hein. Par exemple, tous les week-ends, il y a des jeunes qui se retrouvent aux urgences en coma éthylique. Des garçons comme des filles. Hein. C'est pas là-dessus. Il n'y a pas de sexisme. Les garçons comme les filles boivent énormément. Disons que on peut tout faire et parfois n'importe quoi, évidemment. Il y a de nombreux accidents, des conduites sexuelles excessives, des viols parfois. Et quand les parents apprennent tout ça, c'est un peu l'effroi, et ils essaient de faire ce qu'ils peuvent. Et puis, il y en a par contre qui banalisent en se rappelant avec un plaisir partagé leur première cuite d'ado. Évidemment, c'est pas terrible, il faut plutôt éviter ça plutôt que d'en parler comme ça avec plaisir. Toutes les prises de risque, de toute façon, à l'adolescence, sont à prendre très au sérieux. Hein. Et parfois, il faut envisager même une consultation médicale pour s'assurer que le jeune ne s'abîme pas trop régulièrement. Hein. Il va en parler au médecin. Mais en même temps, les parents ne le savent pas forcément. Donc, comment on s'en rend compte en tant que parent ? Ils s'en rendent compte parce que, quand il y a une alcoolisation excessive après un week-end où ils ont laissé leur maison ou je ne sais quoi, où le jeune est allé faire la fête, il rentre, il est pas très frais, quoi. Hein. Et donc, on ferme pas les yeux là-dessus. Il faut jamais fermer les yeux. Il faut essayer d'en parler, de voir ce qui se passe, et puis ne pas être dupe. Hein. Et si effectivement ça se reproduit trop souvent, c'est loin d'être anodin, et à ce moment-là, il vaut mieux utiliser le médecin de famille dans un premier temps. D'accord. Alors, l'absorption de cannabis, c'est le deuxième produit phare de la défonce adolescence. Alors, on n'a pas le droit d'en consommer, on n'a pas le droit d'en cultiver en France, mais pourtant, on est le pays en Europe qui en consommant le plus chez les 16-25 ans, et il vient c'est de la résine de cannabis, hein, c'est-à-dire c'est la plante qui est un peu compressée, écrasée, réduite en barrettes, enfin dans une substance un peu comment dirais-je, qu'on peut effriter et qu'on peut mélanger à du tabac pour la fumer. Il y a une teneur en THC, hein, le principe actif du cannabis, qui est très très élevé. Et il y a à peu près 50% des jeunes de plus de 17 ans qui ont expérimenté ça, parfois plusieurs. Et ce qui est terrible et qu'on ne sait pas tellement, mais pourtant ça commence à se dire, c'est que ça détruit un peu le cerveau quand on commence trop jeune. Hein. Voilà, alors plus on commence jeune, pire c'est, parce que évidemment le cerveau il est en pleine maturation, le cerveau de les ados, et à chaque fois qu'on fume ou qu'on boit d'ailleurs excessivement, eh bien on bousille des neurones, on bouleverse un petit peu tout l'équilibre qui est en train de se mettre en place. Et par exemple avec le cannabis, il y a beaucoup d'effets sur la mémoire, sur la cognition, enfin toute la façon de penser. Et donc scolairement, ça peut être dramatique, et même socialement, parce que parfois, si on fréquente des fumeurs, on va quitter son groupe de copains initial et on va se retrouver avec des gens qui consomment énormément. Donc il y a des raisons à tout ça. Hein. Il y a des raisons à consommer des produits psychoactifs parce que ça a toujours existé. Mais enfin, là, il y a des produits phares. Alors, biologiquement, on sait très bien que, comme je vous le dis, ça dérègle tout au niveau neuronal et ça enclenche ce qu'on appelle un circuit neuronal particulier qui s'appelle le circuit de récompense. C'est-à-dire, ça donne du plaisir dans un premier temps et à chaque fois qu'on reprend, qu'on n'a plus le produit dans le corps, eh bien, le cerveau en redemande et donc on devient un petit peu addict comme ça, pas systématiquement, hein, parce que pour parler d'addiction, comme je le disais, il faut vraiment consommer énormément, de manière régulière, depuis plus de 3 mois, ne penser qu'à ça et avoir des troubles qui sont liés à cette addiction qui sont assez graves. Oui, et être en souffrance, comme le disait Laurent Carilla, puisqu'on a parlé des addictions lundi. Voilà, et être en souffrance personnelle. Donc en fait, il y a psychologiquement,
c'est autre chose, hein, dans les termes de défonce, de se déchirer, de se casser. On voit bien qu'il faut rompre avec un modèle interne ou externe d'ailleurs oppressant, qui rappelle souvent d'ailleurs des manques qu'on a eus pendant l'enfance. On peut penser que le jeune veut faire la fête, mais c'est pas si simple que ça, parce que par exemple il y a quelque chose d'un peu particulier, c'est que avec la gueule de bois et les vomissements, ça n'arrête pas le jeune pour recommencer. Hein. Donc on pourrait dire que ressentir une forme de souffrance interne, c'est autant une sanction qu'un plaisir. C'est un peu particulier, ça c'est le paradoxe un peu psy du plaisir, mais à l'adolescence on ressent ça comme ça. Donc, oui, c'est le besoin d'avoir des sensations fortes en fait, en quelque sorte. Voilà, le besoin d'avoir des sensations fortes l'emporte sur tout. Et ça donne un peu l'illusion d'être tout puissant, vous voyez, c'est tout, dans les fantasmes de tous les ados, c'est comme ça. Donc en fait, il y a beaucoup de raisons hein, pour expliquer la consommation, il n'y en a pas qu'une seule. En fait, en gros, on reprend l'idée d'Olive Einstein qui dans les années 70 avait creusé l'idée, c'est que c'est la rencontre d'un produit, d'un environnement social et culturel, et d'un âge particulier, et puis de la personnalité du consommateur. En fait, pour les parents, quand on comprend ça, c'est inutile de trop parler, de trop vouloir comprendre. En plus, les ados, ils vont vous donner des explications à n'en plus finir sur les méfaits de l'alcool et les bienfaits du cannabis, par exemple. Bon, c'est inutile. L'important, c'est de ne pas tolérer que son enfant se fasse du mal, même si on ne peut pas l'en empêcher. Et parfois, une consultation chez le médecin, c'est bienvenu parce qu'il y a beaucoup de symptômes physiques. Et de manière anonyme, le jeune pourra parler clairement de ses réelles consommations. Et puis, il saisira un petit peu éventuellement les dangers par la voix d'un professionnel. En général, c'est assez efficace. Alain Héril, vous voulez réagir à ce que dit Philippe Hoffmann ? Oui, parce que j'ai eu beaucoup d'adolescentes et d'adolescents dans mon cabinet et qui passaient effectivement par ces phases-là, par la prise de produits. C'est vrai que c'est très complexe parce que c'est multifactoriel. Ce que j'ai rencontré aussi chez certains ados, c'est le fait que le rapport au produit leur permettait de ne pas se responsabiliser, comme s'il y avait quelque chose qui leur permettait de pas prendre de décision, de pas avancer, de rester dans un espèce d'état un peu cotonneux, qui est presque un retour à l'état intra-utérin d'une certaine manière. Et comme à l'intérieur de ça, il y a ce fameux circuit de récompense, donc qui est lié aussi à la dopamine, à un moment donné, ils sont dans un espèce d'état de béatitude et ils sont entre deux choses, deux actions qu'ils n'arrivent pas à faire et tout ça. Et c'est très difficile de les faire bouger de ça parce que il y a la sensation que c'est à cet endroit-là qu'ils sont le plus eux-mêmes. Donc c'est très très complexe. Hein. En tout cas, en tant que psy, c'est pas les choses les plus faciles à accompagner. Mais ce qui est vrai, c'est que cet accompagnement-là, il est absolument nécessaire, absolument important, parce qu'il y a quand même des prises de conscience qui sont dans le cabinet du thérapeute. D'accord, écoutez, merci de ces informations, Philippe Hoffmann, et puis comme tout le temps, on vous retrouve, vous continuez à nous éclairer sur ce que sont les ados. Merci beaucoup. On continue avec Déborah qui va répondre à 3 questions intimes. Bonjour Déborah. Bonjour Brigitte. Alors première question, quel est votre sens le plus important pour vous, par lequel vous avez le plus de plaisir ? Le toucher. Le toucher. Bon. Oui. Et vous aimez mieux être touché ou touché ? Alors, je vais être égoïste un petit peu. Je préfère être touchée, mais j'aime également toucher. D'accord, vous avez le droit d'être un peu égoïste. Dans le plaisir, il faut être un peu égoïste. Oui, ça me paraît indispensable. Deuxième question, quelle est la partie de votre corps, justement, que vous préférez et que vous aimez particulièrement qu'on touche ? Ou que vous n'aimez pas, d'ailleurs, qu'on touche, pourquoi pas ? Alors, que je n'aime pas qu'on me touche, je n'aime pas vraiment. Bon. Oui, et j'aime beaucoup quand on me touche le dos et la poitrine. Le dos. Oui, c'est vrai que le dos, c'est quand même quelque chose de bien agréable et que parfois on peut oublier de toucher le dos. Le dos en redescendant jusqu'au creux des reins à la rille, c'est pas mal, non ?
C'est même très bien, oui, effectivement. J'ai les images assez précises qui défilent devant mes yeux, oui. D'accord. Et dernière question, Déborah. Généralement, je la pose aux hommes, cette question, mais je vais vous la poser à vous. Oui. Combien vous avez eu de partenaires, plutôt 1 ou plutôt 100? Alors, pas un, ça c'est sûr, mais j'en ai pas non plus 100, je dirais une vingtaine. Ah, bah, c'est pas mal quand même. D'ailleurs, la preuve, c'est que vous savez pas me donner un chiffre exact. Donc, Non. très bien. Très bien. Eh ben, vous pouvez poser une question à Alain Héril, il vous écoute, allez-y. Merci beaucoup. Bonjour Alain. Bonjour Déborah. J'avais une question, alors je vais un petit peu m'éloigner du sujet d'aujourd'hui. C'est pas grave. Bon, merci. J'avais justement une question concernant le fils de mon compagnon, qui est un jeune adolescent de 13 ans, et qui, depuis le mois de septembre, joue dans une équipe de foot. Et lors des douches collectives, après chaque entraînement, il s'est vite aperçu que ses camarades avaient entamé leur puberté, ce qui n'est pas encore son cas. Et malheureusement, ce constat l'a beaucoup peiné. Et là, à l'heure actuelle, il est impossible pour lui de retourner dans les douches collectives. Il a quand même vu un endocrinologue qui n'a rien constaté d'anormal. Et en plus, cette problématique arrive au moment où, avec son père, on se posait la question de comment aborder le sujet de la sexualité avec lui, pour qu'il se sente librement capable de nous en parler et surtout qu'on puisse lui apporter des réponses à ses éventuelles questions et les conseils dont il aurait besoin. Mais là, on se retrouve un peu embêté parce qu'il a ce problème-là où il se sent complètement mal à l'aise. Il pense qu'il a un retard et que c'est pas normal. Donc on ne sait pas trop nous comment le soutenir quoi et lui l'aider dire, à tout à fait. On ne peut pas le mettre mal à l'aise dans ce qu'on va lui dire. On ne veut pas être non plus trop sur lui pour lui dire ça va aller et qu'au final ça apporte aucun résultat. Donc on ne sait pas trop quelle méthode de communication adopter avec lui pour l'aider. Déjà, ce qui est énorme, c'est qu'il nous en a parlé de lui-même et assez rapidement de ce problème-là. Mais voilà, comment le soutenir et comment l'accompagner. Une petite question, Déborah. Oui. Là, ce dont vous me parlez, la problématique, elle est sur quoi? Elle est sur la taille du sexe? Les poils et la taille, ouais. D'accord. Tout à fait. Alors, bon, de façon générale, mais ça, je pense que je vous apprends rien, c'est que les ados ne se développent pas tous au même rythme, que vous avez des ados à 12, 14 ans qui sont quasiment des adultes dans leur masse corporelle, musculaire, et puis d'autres, on a l'impression qu'ils sont encore des enfants. Tout ça se régule et se rétablit au fur et à mesure du temps. Il faut pas oublier que l'adolescence, c'est un parcours, c'est une traversée, et que votre ado à l'âge qu'il a, dans 4 ans, ça sera quelqu'un d'autre. Il aura bougé, il aura changé. Donc, je pense qu'il faut l'aider à avoir confiance dans sa capacité d'évolution. Parce que là, il se vit comme si il était comme ça et que ça sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Et il faut l'aider à comprendre qu'il est en évolution et que au niveau pileux, au niveau de la taille de son sexe, de ses testicules et tout ça, ce sont des choses qui vont bouger naturellement avec le temps. Il est juste sur un rythme différent de celui des autres. Mais en même temps, je sais bien que les ados, ils ont envie d'être différents et en même temps, ils ont envie d'être comme les autres. Ça, c'est tout le paradoxe des ados. Et donc, faut l'accompagner sur ce chemin-là. Ensuite, faites juste attention à ne pas mettre trop de pression autour de la sexualité, vous, en tant que parent, en disant il est temps qu'on lui parle et tout ça. C'est-à-dire que ce qui est important, que vous puissiez lui dire que s'il a besoin et envie de parler de sexualité, que votre porte est ouverte. Et il viendra quand ça sera nécessaire pour lui. Mais le fait de convoquer un ado pour lui parler de sexualité, des fois, ça peut faire l'effet inverse et être complètement contre-productif. Oui, je suis complètement d'accord. Donc la question, c'est comment lui parler. Je dirais que pour parler à un ado, il faut lui dire qu'on est prêt à lui parler. Ça peut paraître un peu paradoxal ce que je vous dis là, mais parce que c'est lui qui va trouver le rythme et qui va frapper
à votre porte quand il en aura besoin. La seule chose, c'est qu'il faut que cette porte soit ouverte à ce moment-là. Voilà. Mais bon, ce qu'il rencontre, effectivement, c'est un problème que j'ai entendu chez beaucoup d'ados. C'est on a l'impression qu'on n'est pas comme les autres, qu'on reste un enfant, un petit garçon, et qu'on continue à avoir le petit zizi alors que les autres, ils en ont un gros. Voilà, il faut lui dire qu'il va maturer naturellement, que c'est pas une vue de l'esprit, que s'il n'y a pas de problème endocrinien, il va se développer, et sans aucun doute que ceux qu'actuellement il pense être beaucoup plus forts que lui, peut-être que dans 4 ans il les aura dépassés. Oui, exactement, oui. Bah, super. Voilà Déborah. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci Brigitte. Au revoir. Ouais, une petite pause et on va retrouver Florence qui va revenir et qui va évoquer la sensualité avec nous. 24.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et c'est en compagnie de Alain Héril qu'on vous invite à la sensualité. Alain Héril, vous êtes sexothérapeute. Peut-être que déjà dans la voix, on entend plus ou moins de sensualité et c'est important déjà de comprendre ça, non? Parler rapidement, c'est finalement déjà peut-être se couper de la sensualité. Oui, vous avez raison, Brigitte. La voix, elle porte en elle-même beaucoup de registres émotionnels. Et d'ailleurs, quand on a des émotions qui sont très fortes, ne dit-on pas qu'on reste sans voix. Donc, il y a dans la voix quelque chose qui s'exprime et qui est déjà une marque de sensualité. Ça, effectivement, c'est un des grands outils de la séduction, la voix. C'est une manière aussi de, voilà, il y a presque une dimension hypnotique dans la voix et qui va dans le sens d'une sensualité qui peut se partager avec l'autre. Oui, complètement. Et d'ailleurs on le voit bien quand certains chanteurs ou chanteuses utilisent cette dimension sensuelle de leur voix, et on voit bien combien ça nous touche et combien ça nous transcende également. Et vous venez de dire quelque chose d'intéressant aussi, vous avez parlé de séduction, et c'est vrai que la sensualité, c'est un atout de la séduction. Oui. Ça, les femmes le savent en général, n'est-ce pas Florence? Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Alain. Bonjour. Bonjour. Pour rebondir, moi je sais que j'ai pas une voix qui est très sensuelle, mais j'essaye de compenser autrement. Alors, je dirais pas ça. Je dirais que vous avez une voix un peu rauque, mais qui peut être chargée de sensualité. Je crois pas que ce soit qu'il faille y avoir une voix forcément douce. Voyez, votre voix, elle est chargée, ça c'est sûr, mais c'est pas pour ça qu'elle n'est pas sensuelle. Non, qu'est-ce que vous en pensez, Alain Héril? Moi, je pense que la sensualité dans une voix, elle est liée au vécu. Quand on sent qu'il y a quelque chose qui est vécu, qui est engagé, oui, je pense qu'il y a une forte sensualité. Et je pense que vous avez une voix qui peut être sensuelle. Vraiment, c'est très sincèrement. Ne vous dites pas que votre voix n'est pas sensuelle. Travaillez-la dans le sens de la sensualité. Vous allez voir, vous allez vous surprendre vous-même. C'est gentil. Merci. Oui, c'est vrai. Votre voix, elle est puissante, hein. Donc ça peut être chargé de sensualité. Ouais. Vous savez, il y a quelqu'un dans la radio que j'aimais beaucoup, c'était Macha Béranger. Et Macha Béranger, elle avait une voix qui était très rauque. On sentait la cigarette, et tout un tas d'autres choses dans cette voix. Et je trouvais qu'elle avait une voix d'une extrême sensibilité. Donc ces voix rauques là, elles peuvent nous atteindre et puis créer chez nous des sensations extrêmement agréables. Hein. Donc moi, c'est pas la cigarette, mais c'est pas naturel non plus. Alors, vous osez plus parler, Florence, on vous écoute, allez-y. Allez. Moi, la sensualité, pour moi, c'est important, mais c'est compliqué de ne pas passer sur le cap provocatrice. Moi, je trouve que la frontière est faible. Ah oui. Un habit sensuel et une tenue provocatrice, des fois, la limite est peut-être pas facile à trouver. Mais c'est dans le geste, hein, la sensualité. C'est un vêtement n'est pas va amener de la sensualité. Il est évident que si on porte une robe fendue, on peut très bien apporter de la sensualité. Mais c'est pas faux ce que vous dites. Ça peut aussi
paraître provocant. Mais ça va être dans la manière enfin dans la gestuelle, je crois. Dans la manière et le contexte, peut-être. Pourquoi on vous a reproché d'être provocante? À certains moments, oui. C'est-à-dire, à quel moment, quand pourquoi? Un petit peu plus jeune, des copines, des choses comme ça, qui étaient presque un petit peu jalouses. Pour moi, c'était normal, et pour elles, c'était... pour eux, c'était provocante. C'était naturel pour vous, mais peut-être que ce qui les a dérangées, et c'est pour ça qu'elles vous ont traité de provocante, c'est que vous osiez peut-être mieux et plus qu'elles. Peut-être. Non? Enfin, je sais pas. Hein. Vous alliez vers les garçons, c'est ça? Oui. Bah oui, toujours, et toujours à l'époque. Maintenant, j'en ai trouvé un, donc ça me suffit. Mais oui, à l'époque, je trouvais que c'était sensuel pour mettre en valeur des lignes de corps, des choses comme ça. Et pour eux, c'était provocante. Oui, moi ça me paraît être de la jalousie, de l'envie de la part de vos copines qui n'osaient pas. Et puis les garçons, surtout quand ils sont jeunes, ils aiment bien que les femmes viennent un peu vers eux parce qu'ils savent pas trop comment les aborder, non? Donc des fois la frontière est pas loin, quoi, entre les deux. Non. Ouais, moi, je crois pas. Je crois qu'être provocante, c'est quelque part manifester quelque chose vers l'autre. La sensualité, c'est quelque chose qui est en soi et qui dégage, et qui vient de soi. Non? Qu'est-ce que vous diriez, Alain Héril? Oui, c'est-à-dire que je pense que dans la sensualité, il y a quelque chose qui est suggéré, et dans la provocation, il y a quelque chose qui est montré de manière directe. Donc, et c'est pour ça que la sensualité et la suggestion sont quelque chose qui participe à des modes de séduction. Mais moi, il me semble, Florence, par rapport à ce que vous dites, que si vos amies, elles ont parlé à partir de leur jalousie, forcément, tout ce que vous faites, elles cherchent à le détruire. Parce que je pense qu'au contraire, c'est votre naturel qui devait être insupportable pour elles. Donc c'est important de rester en lien avec soi-même. Et comme Brigitte vous le disait, la sensualité, c'est vraiment une affaire de soi à soi. C'est quelque chose qu'on porte à l'intérieur de soi. Donc quand on va vous dire que ce que vous faites n'est pas bien, vous êtes atteinte de manière narcissique très profonde. Et c'est ça qu'il va falloir travailler. C'est vous affirmer dans la sensualité et puis d'arriver à mettre de côté le regard des autres. Parce que s'il est jaloux, ce regard-là, il sera jamais dans un sens de vous confirmer dans votre sensualité. Mais de toute façon, ça m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Et j'essaye toujours d'être sensuel pour mon compagnon maintenant. Et ça, il n'y a pas de souci. J'en ai jamais tenu rigueur et ça m'a jamais dérangé. D'accord. Donc vous savez être vous-même et ça c'est un très bon. Et je suis sûre que votre compagnon adore que vous soyez sensuel. Oui. Oui, il est très très attaché à ça, à la douceur, au câlin, aux mises en valeur. Il est très attaché à ça. Et il est sensuel lui aussi? Je pense, oui. Vous pensez, vous êtes avec lui, vous le savez ou pas? On peut, ses positions, ses attitudes, on peut les classer dans la sensualité, oui. D'accord. Écoutez, merci Florence d'avoir réagi et on voit bien, Alain Héril, tout au long des témoignages qu'on a déjà eus, que c'est pas si simple que ça. Finalement, la sensualité, c'est un terme qui n'a pas l'air d'être aussi facile à comprendre. Donc, il nous faudra bien une deuxième heure pour aider les auditeurs à comprendre de quoi on parle quand on parle de sensualité. Je vous donne une petite devinette, Alain Héril, comme ça vous n'allez pas vous ennuyer pendant les infos. Quel est le point commun entre les statistiques et les bikinis? Vous pouvez réfléchir et me donner la réponse après les infos. Quant à vous, venez témoigner, venez nous raconter quel rapport vous avez avec la sensualité au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
C'est avec Alain Héril qu'on essaye de vous expliquer de quoi on parle. Quand on parle de sensualité, la sensualité c'est important dans la sexualité parce que c'est ce qui permet justement d'être plus dans quelque chose qui va entre la tendresse et la sexualité. J'ai l'impression, Alain Héril, qu'on a du mal à comprendre. Enfin, les témoignages qu'on a eus ne sont pas toujours très clairs par rapport à la sensualité. Je vais évidemment vous demander de repréciser de quoi on parle, mais d'abord je vais vous demander la réponse à ma devinette. Pourquoi les statistiques, c'est comme les bikinis? Vous avez une petite idée? Alors, pour une fois, Brigitte, je crois que j'ai une petite idée qui... super. Oui, je crois me souvenir que ça vient d'une citation qui a été attribuée à Churchill et qui laissait entendre que les statistiques, ça donne des idées, mais ça montre pas l'essentiel. Je crois que c'est ça. Est-ce que je suis dans le vrai? Absolument. Ça donne beaucoup d'idées, mais ça cache l'essentiel. Exactement. C'est Churchill qui avait dit ça? Alors oui. Enfin, autant que je me souvienne, on dit que c'est Churchill, mais c'est pas sûr. Hein. Ça lui est attribué, mais est-ce que c'est vraiment lui qui l'a dit? Je ne le sais pas. Il serait coquin finalement, notre Churchill. J'aurais pas imaginé. Bon, en tout cas, c'est la bonne réponse. La sensualité, c'est vrai. J'ai l'impression, on a vu qui avait l'impression que ça devait être quelque chose de rapide. On a Florence qui confond un peu sensualité, provocation. En fait, la sensualité, ça c'est quelque chose d'abord qui est en soi, non? Oui, c'est quelque chose qui est en soi. C'est vraiment une manière d'être en lien avec son corps, avec ses sensations internes aussi, d'une certaine manière. C'est peut-être pour ça que c'est difficile à saisir de manière très très simple et très directe, parce qu'il y a le corps qui est engagé, et puis qu'il y a aussi cette notion dont on a parlé dans la première heure, qui est la question du lâcher prise, de lâcher l'intellect, de lâcher le contrôle. Et c'est peut-être là qu'il y a quelque chose qui coince un petit peu, parce que dès qu'on lâche le contrôle, on sait pas trop où on va. Et il me semble quand même que appréhender ça dans la sexualité, ne pas trop savoir où on va, c'est toujours aller vers des choses qui sont plutôt agréables, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je crois que c'est là où la sensualité, elle pose problème. En même temps, nous ne sommes pas en Occident une grande culture du corps. Hein, on est une grande culture de la pensée. Donc, est-ce que c'est là que ça joue aussi? Je ne sais pas. Mais je suis moi-même étonné de voir que ce n'est pas si simple et si évident que ça pour beaucoup de nos contemporains, la sensualité. Ouais. Mais vous je crois que vous faites des stages de tantra. Est-ce que dans le tantra, on parle justement de sensualité? On aide ceux qui viennent à développer leur sensualité? Normalement, dans des stages de tantra dignes de ce nom, j'adore le digne de ce nom. c'est ça qu'on travaille. C'est-à-dire que normalement le tantra c'est pas un travail autour de la sexualité génitale directe. C'est un travail et une prise de conscience justement de ces espaces de sensualité et de sensorialité. Dans le tantra, il y a beaucoup de danse, il y a beaucoup de travail avec la fluidité du corps. On travaille sur ce qui précède le sexuel. C'est-à-dire que la sensualité et la sensorialité. Le tantra, à la base, c'est ça. C'est pas des lieux où les gens viennent se frotter les muqueuses. C'est pas cet endroit-là. En tout cas, dans le tantra que je propose. Donc, c'est vraiment un travail sur la sensualité. Alors, on va écouter un homme. Est-ce que Jérôme, vous avez tendance à privilégier la sensualité ou pas? Bonjour Jérôme. Et bonjour Brigitte et bonjour Alain. Bonjour. Alors, en ce qui me concerne, moi j'ai essayé peut-être de parler de la sensualité du côté masculin, parce que c'est vrai que on en parle souvent du côté féminin plutôt. Et pour moi, elle fait partie du quotidien. J'ai l'impression qu'elle fait partie d'une forme de séduction permanente qui passe par le corps, justement, comme vous disiez tout à l'heure, qui s'inscrit dans le temps.
Et surtout quand on est en couple depuis longtemps. Et en ce qui me concerne, je suis marié depuis 10 ans. On a fêté nos 10 ans de mariage la semaine dernière et je salue d'ailleurs ma femme qui m'écoutera tout à l'heure, donc qui m'écoute en ce moment. Et voilà. Et moi personnellement, je fais attention à, je mets un point d'honneur à être toujours propre, parce qu'on autorise toujours plus facilement les hommes à se négliger, j'ai l'impression. Moi, si par exemple je me rase pas, je suis sexy. Et voilà. Donc, alors que les femmes, on leur demande évidemment de faire beaucoup plus attention, etc. J'aime beaucoup personnellement lui faire des massages, j'aime la caresser, j'aime la caresser spontanément. Mais notre histoire est assez intéressante, je pense, pour vous aussi, parce que compte tenu d'un passé douloureux, elle a eu, comme beaucoup de femmes, dans sa famille, elle s'était fermée à la sensualité et elle s'y est réouverte avec moi très progressivement, donc voilà, à mon contact, et je me demande si finalement c'est quelque chose d'aussi spontané que ça. Est-ce que ça peut pas justement disparaître un petit peu parfois, justement, compte tenu de ce qu'on vit, tout simplement? Oui, vous avez raison. Hein. Vous avez raison. Un couple qui vit depuis longtemps peut avoir laissé de côté la sensualité parce que justement on prend plus le temps de simplement se. Vous savez, quand on est amoureux, qu'on vient de se rencontrer, on va prendre le temps de se caresser la main, de se caresser le cou, les épaules, et c'est ça finalement de la sensualité. Et c'est vrai qu'un couple qui se connaît depuis longtemps a tendance parfois, oui, je vais pas dire à se jeter l'un sur l'autre pour baiser, mais à oublier tous ces petits moments où on dépasse un peu la tendresse pour être dans quelque chose qui serait de l'ordre de la sensualité, il me semble. Alain ? Oui, il y a par rapport à ce dont vous parlez, Jérôme, il y a aussi le fait de faire attention. Je crois qu'il y a une vigilance par rapport à l'autre et par rapport à soi-même dans la sensualité. On parlait de conscience dans la première heure, qui fait qu'on est attentif. Vous disiez, Jérôme, que c'est un travail de tous les instants, et je suis assez d'accord avec ça. Donc de fait, on est vigilant, donc on ne se laisse pas aller en pensant que l'autre, ça y est, il est acquis, puisqu'il est dans son lit, on n'a plus rien à mettre en place. Et moi, je travaille avec des couples qui sont dans l'absence de désir, et en fait, ils sont souvent dans l'absence de sensualité. Et c'est en revenant à la sensualité que ces couples-là retrouvent du désir sexuel. Donc, et en refaisant attention à l'autre. Et en refaisant aussi attention à soi-même. Donc il y a une certaine vigilance dans le rapport à l'autre qu'il faut mettre en place, et ça permet de rester comme ça dans quelque chose qui est un peu qui est pas en tension, mais qui est en suspension dans le rapport à l'autre, et qui permet qu'on reste curieux, parce que je crois que la sensualité, c'est de la curiosité vis-à-vis de soi et vis-à-vis de l'autre. Et d'ailleurs, vous avez dit, Alain Héril, cette attention à soi-même, et je crois que c'est vraiment le mot juste. Par exemple, si on prend le temps de se mettre un peu de crème sur le corps, si on fait ça de manière mécanique le plus rapidement possible, on n'est pas dans la sensualité vis-à-vis de son corps. On peut, et Jérôme, vous l'avez dit, vous prenez soin d'être propre. Je suis sûre que déjà, dans ce que vous m'avez dit, il y a quelque chose de l'ordre de la sensualité. Oui, absolument. Mais en revanche, j'ai l'impression que chez elle, il y a d'autres dimensions qui sont en jeu, un peu plus que les miennes. J'ai l'impression, par exemple, que la parole me semble chez elle avoir un grand rôle. J'ai l'impression qu'elle est très sensible à la parole, qui peut être aussi une caresse, je pense. J'imagine qu'on peut la comparer à ça. Bien sûr. C'est-à-dire que vos mots sont des caresses pour ses oreilles, et ça l'aide à lâcher prise, comme on le disait tout à l'heure, c'est ça ? C'est ça. Oui. N'hésitez pas. et justement, prenez le temps de les dire, ces mots. Puisque on l'a vu, avec un peu plus de lenteur, il y aura plus de sensualité. C'est ça. Et vous avez l'impression, là, depuis 10 ans, justement, qu'elle s'est ouverte à la sensualité, ou en tout cas que grâce à vous, elle s'est lâchée un peu ?
Je ne sais pas si c'est grâce à moi, parce que je n'ai pas de... Ne soyez pas modeste, Jérôme. J'ai pas de compétences thérapeutiques, mais je pense que oui, au fur et à mesure, nécessairement moi étant très tactile, je pense que oui, elle s'est ouverte, elle s'est réouverte. Oui. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, très progressivement, ça a été long. Voilà, quand on subit des traumatismes, ça peut être extrêmement, ça peut prendre énormément de temps. Mais oui, en effet, je peux même dire qu'il y a eu une véritable transformation. Oui. Mais vous savez, Jérôme, le partenaire, alors c'est pas un thérapeute au sens thérapeutique du terme, mais c'est quelqu'un qui va renforcer le narcissisme, qui va aider aussi à tout doucement à faire cicatriser les blessures. Alain Héril, je crois qu'on peut quand même bien rappeler qu'une relation qui va bien, c'est une relation qui nous permet d'aller mieux. Ok, oui, Brigitte, et sans rentrer dans un aspect thérapeutique, mais la présence de l'autre est une réparation, et une réparation naturelle. Bien sûr, il y a des choses qu'on répare dans le cabinet du thérapeute, mais il y a des choses qui se réparent aussi naturellement dans le lien à l'autre. Et vous parliez, Jérôme, de l'importance de la voix. Je ne sais pas ce qu'a vécu votre compagne, mais vous parlez de traumatisme, et donc j'ai une petite idée. En général, dans les traumatismes que l'on vit dans l'enfance, notamment s'ils sont sexuels, il y a beaucoup de choses qui tournent autour du silence, qui tournent autour du non-dit, qui tournent autour de ça ne doit pas se dire, ça ne doit pas s'avouer. Et donc, tout d'un coup, ça me paraît assez normal que votre compagne soit sensible à la parole, sensible au fait que enfin des choses se disent et des choses qui sont bonnes pour elle. Donc effectivement, n'hésitez pas et voyez comment au début d'une relation, naturellement, on est dans la poésie, même dans des poésies simples à travers des textos, des sextos qu'on s'envoie, mais le langage poétique et symbolique, il fait partie du langage amoureux. Et si vous me permettez un jeu de mots, c'est la poème lorsqu'on dit des poèmes. Oh, c'est joli. Et c'est ça vraiment qui est en jeu, et c'est pour ça que la parole, et pas n'importe quelle parole, une parole qui valide l'autre, qui valide l'amour, qui valide le lien, est une parole absolument essentielle et qui doit être entendue et prononcée. D'accord. Merci, je suis content de savoir que je suis aussi thérapeute. Une thérapeute de poche. Oui, Jérôme, vous êtes toujours là ? Oui, tout à fait. Oui, vous dites que vous êtes thérapeute de poche. J'aime beaucoup l'expression, mais il faut voir que le terme thérapeute, bien sûr, il laisse entendre aussi que dans la présence, parce que c'est ce qu'on travaille quand on est thérapeute, on travaille la présence, mais que dans la présence, il y a quelque chose qui répare. Et on peut dire que votre présence auprès de votre compagne, par rapport à ce qu'elle a vécu, votre présence c'est quelque chose qui vient la réparer et qui vient lui faire du bien. Et comme disait Brigitte, c'est-à-dire que dans une relation avec un autre, c'est normal d'avoir le sentiment d'être mieux. Et ça, c'est réparateur. Après, donc ça a des effets thérapeutiques, mais ça n'a pas une visée thérapeutique. Mais ça a des effets thérapeutiques et ça me paraît normal que le couple ait aussi cette fonction-là. Mais c'est pas la seule, bien entendu. Ouais. Oui, bien sûr. Eh ben, merci beaucoup, Jérôme. Merci. Et puis, c'est bien d'avoir un homme sensuel. C'est formidable. Merci, Jérôme. Allez, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est en compagnie de Alain Héril qu'on vous invite à développer votre sensualité. Nous avons Jérôme qui l'a montré sa sensualité avec sa partenaire et il me semble, Ambre, que vous voulez vous aussi expliquer comment vous vous sentez sensuelle. Bonjour Ambre. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Alain. Bonjour.
Pour ma part, je dirais que ma sensualité, elle s'exprime au quotidien, dans chaque geste. Et je dirais, alors j'ai entendu le fait que vous parliez de poésie, et je pense que c'est la manière de se déplacer et d'onduler son corps dans son regard, dans sa parole, dans sa présence, qui fait que je peux définir comme étant sensuelle, que ce soit avec un partenaire, et tirer plus loin dans les actes de la vie, dans la manière d'être, dans le plus petit simple geste de simplement peut-être déplacer un geste de la main, ça peut être très sensuel. Ou par exemple, je pratique de la danse, donc je trouve que onduler déjà, c'est aussi assez sensuel de par la pratique, mais ça peut être aussi se balancer sur un ballon, ou vous voyez, tout ce qui est pour moi assez ondulant évoque une certaine sensorialité, et même dans les mots ou dans la parole ou dans le regard, et on peut avoir un sens qui éveille chez l'autre un effet, voilà, que j'ai pu entendre caractériser comme étant sensuel. J'aime bien le terme ondulé, hein. Je crois qu'en effet, Alain Héril, il est assez révélateur d'une sensualité chez Ambre. Oui, c'est un terme ondulé qui va tout à fait avec la sensualité. D'ailleurs, quand on regarde certaines danses qui sont des danses communément appelées sensuelles et qui sont des danses aussi de séduction, les danses orientales, même le flamenco, toutes ces danses-là, ce sont les danses qu'il y a chez les Vaïnés à Tahiti. Tout ça, ça ondule, et on est dans les vagues, dans le ressac, oui, on est dans quelque chose qui a à voir avec la poésie du corps. Et c'est tout ça qui va nous emmener ensuite à un désir sexuel un petit peu plus précis. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'abord, il y a cette dimension sensuelle, et ensuite, il y a la possibilité du sexuel. C'est ça. Enfin, pour moi, je pense que la sensualité passe avant, et après, je pense que ça suscite après le désir sexuel. Après, on peut faire peut-être les deux séparément, mais la sensualité rend les choses plus profondes et plus fines, voire avec plus de sens, voilà, de mon expérience. Mais semble-t-il, enfin, vous allez me le dire, mais semble-t-il que c'est quelque chose qui vous vient presque naturellement. Vous étiez, oui, je crois. Je pense qu'en fait, je me souviens d'une parole de quelqu'un qui, rien qu'en posant ma main sur un livre, disait être sensuel. Je pense que c'est comme ça, c'est en moi, et que ce soit mon regard ou ma parole ou ma manière d'être. Doit se caractériser comme ça, parce que j'ai eu l'occasion d'avoir différents partenaires, et à chaque fois les choses ressortent comme ça. Alors je parle même pas que de partenaires sexuels, je pense que c'est quelque chose de quotidien que j'habite, voilà, qui est en moi depuis toujours peut-être. Et justement, dans votre enfance, Ambre, vous avez été touchée, j'imagine. Oui, je sais pas trop comment, mais je pense que justement, je me pose la question. Je ne sais pas comment. Je pense être un membre à part entière. Je sais pas. J'ai l'impression d'être née comme ça, avec une prédisposition à la sensualité, même si mes parents ne l'étaient pas forcément dans la manière d'être. Après, j'ai eu un petit parcours un petit peu atypique, où peut-être que ça a développé chez moi ce besoin sensoriel d'aller au toucher, d'aller au regard, d'aller dans la profondeur, parce que j'ai dû être détachée de mes parents pour des raisons médicales pendant un temps, et peut-être que je ne sais pas s'il y avait des massages qui étaient faits, j'étais trop petite pour m'en souvenir, mais en tout cas, depuis ma plus tendre enfance, j'ai cette sensualité en moi. Et vous aimez la vie, vous aimez le plaisir, vous aimez, je crois que oui, vous alors avez... de façon modérée avec l'âge, mais oui, j'aime tout ce qui est sensoriel, en fait, tout ce qui est touché, tout ce qui est profond, le regard, un mot, la respiration, voilà. Et je pense que quand je m'en détache, j'ai moins de... C'est moins poétique, c'est moins beau. Voilà. C'est plus moi. C'est ça. Voilà. Il y a quelque chose de fade qui apparaît après.
Bon, eh ben écoutez, c'est formidable parce que là, je crois qu'on a vraiment, on entend vraiment quelqu'un qui parle de sensualité. Et justement, tiens, puisque j'ai cette montre Ice Watch à offrir, je vais vous l'offrir, Ambre. C'est une montre qui se recharge à l'énergie solaire. Vous savez qu'on change d'heure à la fin de la semaine, et donc en Sud Radio a envie tous les jours comme ça de vous offrir une montre. Donc vous allez recevoir cette Ice Watch Ice Solar Power. Voilà, c'est très gentil de votre part. Et merci d'avoir témoigné, parce que là vraiment on est dans quelque chose qui ressemble à de la sensualité, il n'y a pas de doute. Et j'aime bien ce terme d'onduler. Voilà, c'est quelque chose c'est un mouvement qui est à la fois lent, mais qui continue, c'est ça, voilà. et qui continue et qui se répète sans vraiment se répéter. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la sensualité, n'est-ce pas, Alain Héril? Oui, Brigitte, j'écoutais attentivement ce que disait Ambre et je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Pendant l'émission, j'ai une amie qui m'a envoyé un texto et qui me disait: est-ce que la sensualité est quelque chose d'inné? Je pense, et c'était un peu le sens de la question que vous posiez à Ambre, je pense que par rapport à ça, je pense la manière dont on est touché, dont on est regardé, dont on est accueilli, va quand même déterminer une bonne base de la manière dont la sensualité va s'inscrire à l'intérieur de nous. Je pense que c'est en lien aussi avec un apprentissage très primitif et très précoce que l'on peut faire. Mais là, à écouter Ambre, il y a une espèce de facilité de rapport à la sensorialité qui est extrêmement agréable à entendre. Oui, tout à fait, qui est complètement évident. Ouais. Bon, elle est Ambre et lumière. Eh bien, continuez, si vous aussi vous êtes dans la sensualité, naturellement, venez témoigner, qu'on comprenne mieux. 0826 300 300. Dans un instant, le Love Conseil. Justement, on va parler de notre attitude vis-à-vis de la sexualité des deux extrêmes. Et puis, nous avons Guillaume également qui a envie d'intervenir. M4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Alain Héril, ce Love Conseil est assez en phase avec notre thème du jour. On va parler de l'attitude dans la sexualité, on va parler des deux extrêmes, du contrôle ou du lâcher-prise. Donc si on est plutôt dans le contrôle, on aura tendance à vouloir prendre les initiatives, à moins qu'on se soumette, et alors notre attitude sera plutôt un évitement ou une soumission totale. Mais que ce soit le contrôle ou la passivité, c'est quelque part la même chose, puisqu'on ne parvient pas à être dans ce que j'appelle donc le lâcher-prise, qui lui permet d'atteindre vraiment le plaisir profond. Alors, qu'est-ce qui empêche ce fameux lâcher-prise? Je vais donner plusieurs pistes et puis vous allez évidemment intervenir également, Alain Héril. Alors, on pense évidemment aux peurs, mais alors la peur, ça veut dire tout et rien en fait, parce que les peurs, elles sont multiples. Il y a souvent des notions d'insécurité, d'infériorité, parfois de honte, de dégoût, de la haine de l'autre, de l'autre sexe en règle générale. On est mal dans son corps, on n'aime pas son corps, ou tout simplement on est mal à l'aise avec le plaisir. Et évidemment, chaque piste va demander une attention différente. Chaque piste va pouvoir être explorée et se réparer différemment. Oui, Brigitte, c'est là les termes que vous employez, peur, insécurité, dégoût, honte, sont des termes forts et qui effectivement sont ce qui empêche de vraiment être dans le lâcher prise, dans la sexualité. Et je dirais presque que tout ça renvoie souvent à des traumas dans l'enfance, à des incompréhensions, à des situations qui ont été mal vécues. Mais je pense que c'est important de dire que quand on n'arrive pas à lâcher prise, qu'il y a des approches en psychothérapie de manière générale qui peuvent aider, bien sûr, mais ça va se baser principalement sur la confiance, sur retrouver la confiance en soi ou trouver la confiance en soi, et se faire confiance et accepter de prendre des risques aussi dans la relation. Il y a plein de pistes qui sont possibles, mais c'est important de dire qu'il y a des solutions, bien sûr. Et lorsqu'on vit le lâcher prise dans la sexualité, il y a une telle gratification, il y a une telle fonction de plaisir
qu'après on a envie d'y revenir, bien entendu. Donc donc le jeu en vaut la chandelle, si je puis dire. Oui, oui, oui. Mais toute la difficulté de la sexualité humaine, en fait, c'est que très souvent, elle est basée sur des sentiments. C'est-à-dire que beaucoup de personnes vont faire l'amour avec quelqu'un parce qu'il y a des sentiments. Et parce qu'il y a des sentiments, bah, finalement, on veut pas, par rapport au regard de l'autre, se laisser complètement aller. Et c'est ça qu'il faut aussi comprendre. C'est que dans une relation sexuelle, il faudrait pouvoir, quelque part, oublier les sentiments. Donc c'est une sorte de cercle vicieux enfin... Oui, c'est très paradoxal. C'est très paradoxal, mais c'est ce qui en fait toute la saveur aussi de la sexualité. Si c'était simple, ben on ne serait pas là. Hein. Donc je pense que cette complexité là qui joue entre la pulsion et puis le sentiment, ben c'est comment on arrive à accorder ça, à faire en sorte que ça puisse se dialoguer de manière plutôt agréable. C'est pas simple et puis et j'ai tendance à penser que de toute manière, plus on avance, plus on comprend des choses, plus on fait un travail sur soi, et meilleure est sa sexualité. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une prise de conscience du rôle de la sexualité dans sa vie, qui a besoin d'un petit peu de maturité quand même pour exister. Ça ne veut pas dire que quand on est jeune, on n'a pas une bonne sexualité, mais quand même, il y a quelque chose qui s'affine avec le temps. À condition d'accepter d'y travailler, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui justement vont carrément abandonner la sexualité parce que ça fait peur et parce qu'ils n'ont pas envie d'y travailler et à ce moment-là, bah il n'y a plus rien qui bouge, hein, évidemment. Bien sûr, c'est la condition sine qua non, Brigitte. C'est-à-dire de mettre ça en travail. Sinon, voilà, on ne fait que reproduire continuellement les mêmes choses et c'est pas très très intéressant. Et Guillaume est avec nous maintenant. Bonjour Guillaume. Bonjour Alain Héril, bonjour aux éditrices et auditeurs de Sud Radio, et permettez-moi de garder la meilleure pour la fin. Bonjour Brigitte. Merci Guillaume. Eh bien, quand je parlais de la voix et de la sensualité, je trouve que rien qu'à vous écouter un tout petit peu, là vous avez dit quelques mots Guillaume, on entend quand même déjà que quelque part vous êtes dans la sexualité, vous. C'est bien pour ça que je vous dis que vous êtes les meilleurs, c'est parce qu'en quelques mots, vous avez réussi déjà à me définir. C'est formidable. Non, mais c'est tout à fait ça en plus. Hein. Je voulais, moi, répondre à la question, est-ce que c'est primordial d'être sensuel dans son couple ? Je pourrais dire que c'est pas primordial. Par contre, je plains tous les couples qui ne le sont pas. Donc, vous l'êtes, vous ? Écoutez, moi oui, moi je le suis. Alors ma copine dirait toujours que je le suis un peu moins que ce que je suis, mais peut-être parce que les femmes en demandent toujours beaucoup. Non, mais blague à part, oui, pour moi je le suis, mais à la fois dans la sexualité ou surtout un petit peu dans la vie de tous les jours. Je suis pas quelqu'un de brutal. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous contredire, cher Brigitte, vous avez, je suis sensuel et je mange pourtant goulûment. Je crois que vous avez fait une allusion à la sensualité quand on mangeait. Oui, enfin, je disais juste que si on mange pour manger et sans prendre le plaisir de manger, on n'est pas dans la sensualité. C'était ça que je disais surtout. Oui, bien sûr. Non, mais de toute façon, quand on me voit manger, des fois, c'est parce que j'ai tout le temps ça. Oui, d'accord. Mais vous mangez avec plaisir. Enfin, je veux dire, vous avalez pas tout et n'importe quoi. Non, bien sûr. Non, mais c'est parce que c'était la petite image que vous l'avez dit tout à l'heure, ça m'avait fait sourire. C'est pour ça que Oui, d'accord. De faire cette petite. D'accord. Alors, comment ça se traduit votre sensualité dans votre couple justement ? Eh bien, par la douceur, par la tendresse, d'embrasser plus que d'habitude. Et vraiment la douceur, on va dire. Vraiment la douceur. Alors je dis pas que je le suis constamment, hein, parce que ça peut ou ne pas plaire à ma partenaire suivant ses désirs du moment. Hein, parce que bon, des fois la sensualité c'est bien, mais des fois on a envie de quelque chose d'un peu plus animal, on va dire. Et là c'est difficile d'être sensuel quand on. Bien sûr. Mais c'est principalement, oui, dans les gestes et dans la douceur. Tout va au ralenti et doucement.
Alain Ril, je vous laisse réagir avec Guillaume. Oui. Bonjour Guillaume. Effectivement, vous voyez le terme de douceur, de ralentissement, voilà, il revient continuellement par rapport à la sensualité. Ce que je voudrais souligner, c'est vraiment pour que ça soit bien clair pour les auditrices et les auditeurs, c'est que douceur et ralentissement, ça veut pas dire quelque chose de fade. C'est-à-dire que ça n'a de sens que si on est vraiment présent à la caresse, que si on est vraiment présent à la douceur que l'on apporte à l'autre. C'est ça qui est important, et je dirais presque que la sensualité dans le couple, c'est vraiment lié à la présence, à la manière dont on est présent avec l'autre. Et il y a un terme, je ne sais pas si ça correspond à votre rapport à la sensualité, Guillaume, mais il y a un terme dont on n'a pas parlé. On a parlé de la voix, mais il me semble que le regard est très important aussi dans la sensualité. La manière de regarder l'autre, de l'accueillir dans son regard, et qui est un regard qui contemple et non pas un regard qui scrute. Et je pense que le regard fait aussi partie de la construction de la sensualité dans le couple. Tout à fait, ça fait beaucoup travailler l'imaginatif, on va dire, la sensualité, un regard, un gestuel, comme disait l'auditrice tout à l'heure, une danse sensuelle. Voilà, on s'imagine certaines choses plus facilement. C'est très charmeur en tout cas. Oui, et d'ailleurs, il y a une expression que j'aime beaucoup quand on dit que le corps de la femme est l'instrument et l'homme est quelque part le musicien qui va passer ses mains sur le corps d'une femme comme il passerait l'archer sur la guitare ou je ne sais quoi. Il y a quelque chose comme ça. En fait, on pourrait dire que la sensualité, c'est l'art de la sexualité. Est-ce que ça vous irait, ça, comme définition, tous les deux ? Oh, je trouve que c'est parfaitement bien résumé. Oui, je suis d'accord, Brigitte, sur cette dimension-là. Et puis, et ce que vous apportez par rapport aussi voilà, on a parlé de danse, on n'a pas parlé de musique. Vous introduisez aussi la question de la musique avec le fait de jouer des notes sur le corps de l'autre. Oui, on est dans ces espaces-là, sont les espaces de la sensualité. Ouais. Tout à fait. Ouais, le striptease est sensuel, mais bon, je pense qu'il faut aussi voir qu'il faut que ça soit dans l'attente du partenaire en question, quoi. Parce que si la fille s'attend à quelque chose de brutal pour une envie et qu'elle voit qu'elle tombe sur quelqu'un qui prend son temps, qui fait des caresses, voilà, il faut que ça soit partagé quand même, quoi. Oui, bien sûr, mais oui, bien sûr. Mais encore une fois, vous l'avez dit, Guillaume, ça fait fonctionner l'imaginaire et on n'est pas loin quelque part de l'érotisme aussi quand on parle de sensualité. Oui. Même si on peut être dans la sensualité sans être dans l'érotisme. C'est là où on voit mal à être sensuel dans du porno hard, quoi, si vous voulez. Là, je suis d'accord. Oui, c'est vrai que un peu difficile là. Le porno hard et la sensualité, ça va pas tellement de pair, non, en effet. Mais c'est vrai que c'est compliqué finalement, Alain Héril, parce que c'est des notions qui sont qui se rapprochent, mais qui sont en même temps... En revanche, et ça c'est peut-être important, on l'a peut-être pas assez dit, dans la tendresse, il n'y a pas de sensualité. Quelque part. Non, oui, vous êtes d'accord ? Oui, je suis complètement d'accord avec vous parce que on peut être tendre avec un enfant, avec un ami, sans qu'il y ait de sensualité et sans qu'il y ait une forme de sensualité qui soit proche du sexuel. La tendresse, c'est encore autre chose. Mais dans tous ces domaines de la sensualité dont on parle depuis le début, il y a vraiment quelque chose où il y a une attention à l'autre et vous parliez d'érotisme. Oui, c'est très très important. Moi, je suis très très sensible à ce qu'ont apporté les Grecs avec les 10 degrés de l'amour qu'ils proposent. Oui, et dans les 10 degrés de l'amour qu'ils proposent, il y a porneia, par exemple, qui est la racine d'ailleurs de pornographie, qui est une forme d'amour, mais qui est pas la même qu'Eros, qui a donné érotisme. Voilà. Mais nous portons toutes et tous ça à l'intérieur de nous. Nous sommes très pulsionnels, mais en même temps, nous sommes aussi très sensuels. Toutes ces facettes de la sexualité sont présentes chez chaque être humain, et c'est comment on arrive à les faire danser les unes avec les autres dans nos relations. C'est ça qui est
intéressant et en même temps qui est compliqué. Ça dépend pas du caractère principalement, le fait d'être sensuel ou pas. Ceux qui ne le sont pas et qui le revendiquent, en général, ils se voilent la face. Mais je crois, vous avez raison, Guillaume. Il y a quelque chose de l'ordre de sa personnalité, de son caractère. Et puis, mais on peut aussi la développer ou au contraire la brider en fonction de son expérience, des rencontres. Mais je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a des personnes qui auront beaucoup de mal à être sensuelles parce qu'il y a quelque chose qui bloque dans le corps. Et quand on regarde quelqu'un, d'ailleurs, on voit quand même plus ou moins de sensualité qui se dégage du corps, enfin, il me semble. Hein. Tout à fait. Oui, enfin, quand on a la chance de pas être dans un contrôle permanent, bien sûr. Mais tout s'améliore et tout s'apprend, quoi. Je crois que Alain Héril nous l'a dit plusieurs fois. Oui, mais pour ça, il faut y travailler. Voilà. Il faut communiquer, surtout. Je crois qu'on avait déjà eu l'occasion d'en parler quand j'étais intervenu. On parlait justement du lâcher prise, et ça, c'est pour le lâcher prise, il n'y a pas d'autre solution que la communication, l'ouverture à l'autre. Et quand tout est déjà établi, personnellement, le lâcher prise, on l'a tous les deux, et c'est royal, quoi. Il y a absolument rien qui coince, et donc c'est sûr. Très épanoui. Ça, je n'ai aucun doute. Quand les deux sont dans la sensualité et dans le lâcher prise, la sexualité, elle est infinie. C'est évident. Merci Guillaume. Merci beaucoup de cet échange. Merci à vous, Brigitte. Merci Alain. Merci Guillaume. Curieusement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est encore un homme qui va témoigner, comme quoi, Alain Héril. C'est très bien. Et c'est formidable, absolument. À tout de suite avec Gérard, qui est avec nous sur Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Alain Héril et nous évoquons aujourd'hui la sensualité. Alain Héril, auteur de nombreux livres, dont ce livre « On ne fait pas l'amour, c'est l'amour qui nous fait » aux éditions Le Courrier du Livre, qui, à mon avis, est peut-être celui qui symbolise plus la sensualité dont on parle aujourd'hui, non, Alain Héril ? Oui, tout à fait, Brigitte, complètement. Oui, c'est un peu le projet que j'avais en écrivant ce livre, de montrer que que les dimensions sensuelles étaient importantes par rapport à la sexualité dans le couple et puis individuellement aussi. Oui, tout à fait. Alors, on a utilisé beaucoup de mots tout au long de ces 2 heures. Gérard est avec nous et je crois, Gérard, que vous voulez parler aussi des caresses, de l'ambiance, qui sont, me semble-t-il, aussi des mots qui se marient bien avec sensualité. Bonjour Gérard. Bonjour Brigitte, bonjour Alain. Oui, alors déjà dans l'émission, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, presque tout a été dit et je me reconnais. Voilà. C'est donc la première chose que je voulais dire. Après, je pense qu'il faut, déjà un lâcher prise pour être dans la sensualité. Quand on est stressé, les choses de la vie. Je m'aperçois que pour avoir de la sensualité dans le couple, c'est un peu plus difficile. Oui, c'est clair. C'est clair. Et on le voit, par exemple, quand on est en vacances ou quand on part en week-end, le lâcher-prise est beaucoup plus facile parce qu'on laisse un peu des choses derrière soi par moment. Donc oui, nous, dans notre couple, c'est beaucoup justement la tendresse, la complicité, de la douceur aussi, dans les paroles, dans le regard. Un sourire aussi, c'est énorme pour de la sensualité pour moi. L'érotisme, voilà, c'est tout ce qui fait que la sensualité va pouvoir se développer et aller vers, on va dire, une sexualité après pleine. Je crois qu'il y a quelque chose d'important à comprendre. Vous avez parlé de tendresse dans le couple. C'est pas la tendresse au sens de la tendresse qu'on peut avoir pour son animal, son enfant, voire même un ami ou même sa femme, mais c'est
la tendresse dans le sens de tendre vers, et vous avez dit aller vers. Et je crois que la différence entre la tendresse et la sensualité, c'est un peu ça. C'est certes des gestes doux, la sensualité, mais c'est quand même avec une notion un peu de peut-être pas d'érotisme, mais en tout cas d'intention de faire du bien. De faire du bien au sens charnel du terme. Tout à fait, parce qu'à chaque fois, justement, quand il y a eu de la sensualité, qu'il y a eu, on va dire, une sexualité aussi derrière comblée, on s'aperçoit que, voilà, on s'est fait du bien. Alain Héril, qu'est-ce que vous diriez par rapport justement à ce terme d'aller vers ? Oui, c'est tout à fait, parce que dans le fait d'aller vers, il y a quelque chose qui cherche à investir le territoire de l'autre, à venir chez l'autre, et cette dimension-là est une dimension qui porte en elle-même de l'érotisme et une volonté de partage et de rencontre charnel, sensuel. C'est important de dire aussi que on peut être aussi dans la sensualité et que la sexualité qui suit un moment sensuel peut être une sexualité très forte, très tonitruante. On n'est pas que dans quelque chose d'éthéré. C'est-à-dire que voilà, tout ce qui est convoqué par le sensuel, joue sur une gamme très étendue des rapports humains et des sensations et des perceptions. Mais Gérard, vous disiez que tout a été dit, mais vous amenez aussi deux mots importants, me semble-t-il, c'est le mot sourire et le mot complicité. Et ça me paraît important, effectivement, cette dimension du sourire, de l'humour, de la joie qui est en lien avec la sensualité. Et tout ça ne peut se faire que s'il y a de la complicité. Et c'est bien que vous ameniez ces deux mots qui n'avaient pas encore été prononcés et qui font partie de l'univers de la sensualité. Oui, tout à fait. On donne à l'autre, par le sourire entre autres, justement ce bien-être et l'envie justement d'aller en plus vers le bien-être. Oui, et je crois que c'est Guillaume qui parlait du regard, et il est certain que le regard qui est accompagné d'un sourire, c'est un regard qui forcément est chargé de sensualité. Puisqu'il y a quelque chose de... le sourire, c'est finalement une invitation à l'autre. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Et vous avez évoqué les caresses aussi, Gérard, il me semble. Hein. Oui, c'est important, les caresses, le toucher, de sentir la peau de l'autre, justement. Mais peut-être, on l'a pas dit ça, il me semble, Alain Héril, on peut être dans la sensualité tout en étant dans le coït. C'est-à-dire que on peut être dans la pénétration et quand même dans la sensualité. C'est pas uniquement dans les préliminaires qu'elle se joue, la sensualité. Oui. Tout à fait, Brigitte, et ça c'est important de le souligner. La sensualité n'est pas simplement ne se joue pas que dans les préliminaires. Ça peut se jouer tout le temps pendant tout le rapport sexuel. C'est important de le souligner. Et à ce moment-là, on parlerait de slow sex en quelque sorte. Oui, on irait vers quelque chose qui ressemblerait au slow sex, oui. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est de prendre aussi le temps dans le coït, de pas d'arriver justement en douceur, de prendre le temps. Oui, et d'ailleurs, moi c'est quelque chose dont je parle de temps en temps. On peut très bien dans le coït, il y a des va-et-vient certes, mais on peut aussi de temps en temps suspendre le temps, et c'est d'ailleurs le sujet qu'on abordera demain avec François Bourguignon. On peut aussi être dans un rapport sexuel où de temps en temps, on reste quelques secondes, voire un peu plus, sans bouger, à se regarder, à se toucher. Et là, à ce moment-là, il peut se dégager énormément de sensualité entre les deux corps. Oui, et de bien-être. Oui, tout à fait. Pardon, Alain. À condition d'être dans la conscience et l'instant présent, comme vous le disiez tout à l'heure, Alain.
Tout à fait, tout à fait. Vous savez, c'est ce qui peut être très intéressant, c'est lorsqu'un homme est à l'intérieur d'une femme et qu'il ne bouge pas, c'est de sentir qu'il perd son érection à l'intérieur du corps de l'autre, et qu'en même temps, il peut aussi la retrouver, et qu'il y a un mouvement de perte d'érection et de retour d'érection sans bouger à l'intérieur du corps de l'autre. Ce sont des sensations qui sont extrêmement agréables et qui aident les hommes à comprendre que c'est pas parce que l'érection est en train de décroître qu'on perd sa virilité, et que ce mouvement-là est un mouvement qui est extrêmement sensuel et extrêmement apprenant aussi pour les hommes. Eh ben, écoutez, on reste sur cette indication qui me paraît extraordinairement sensuelle. Alain Héril, merci d'avoir conclu de cette manière-là, parce que je crois que ça parle à tout le monde. Et c'est pas si évident, hein. Donc on voit bien que la sensualité, c'est peut-être pas aussi simple qu'on pourrait l'imaginer. Merci en tout cas, Alain Héril. Je rappelle le titre de votre livre, On ne fait pas l'amour, c'est l'amour qui nous fait. C'est aux éditions le Courrier du Livre. Tout de suite, vous retrouvez C'est votre avenir. Et demain, je l'ai signalé déjà, on sera avec François Bourguignon et on va essayer d'être dans l'instant présent en amour. On va cesser d'avoir peur que l'autre nous quitte, on va cesser d'espérer, on va être dans l'instant présent. À demain.